Quand je suis arrivée à Pessa, j'étais bien jeune. Mais on peut dire toujours, quoi. Oh, mes parents ont toujours habité à J'étais Pessac. très jeune. 1925. Je ne peux pas vous Oui, dire quel âge exactement. Je suis arrivé à Après, j'ai- Pessac, Depuis Montaigne. 1942, j'avais 7 ans. Alors j'ai 7 ans, vécu 8 ans. à Pessac pendant la guerre. jusqu'à ma mère avait 22 ans. deux enfants. Ensuite, je suis partie et je suis Pessac revenue au Parisien, il y a on quittait la 13 ans. capitale. 65, la naissance de mon quatrième Quand on enfant. habitait à Moi, je Bordeaux, voulais à pas Catalane, le quitter. il y avait tellement C'est une douceur de d'alerte vie. le soir que j'ai emménagé c'était ici. plus tranquille. Quoi. J'avais pas envie d'aller ailleurs. Des Ils commodités. voulaient bombarder la base sous-marine, comme on habitait du côté de Baccarat. Une bonne ambiance. C'était plus dangereux là-bas. Possibilité d'aller se promener, de respirer le bon air. Tout ça, Je mourrai ici. La souvenirs. proximité de J'ai Bordeaux. toujours dit. J'aime j'ai Pessac. beaucoup de bassins C'est d'arcade. tout, j'aime Pessac. Ça a toujours Oui. été. C'est marrant, hein. Je ne peux pas le quitter. Si je m'en vais de Pessac, je suis malheureuse. Ah, je crois que la meilleure période de ma vie, c'est ici, à Toctouco, quand j'étais à l'école primaire. Ensuite, avec l'entrée en sixième, le pensionnat, ça s'est gâché. Il y avait des pins partout et il y avait une bonne odeur. On ouvrait les volets et on avait un air pur qui vous entrait dans les poumons. On vivait vraiment, c'était extraordinaire. Quand il y a un temps comme ça, ici, d'abord il n'y avait pas le bruit. Il n'y avait pas de voiture. Hein. Alors pas de voiture, il y avait le jardin, il y avait les oiseaux, il y avait la vraie nature et les pins qui protégeaient. Les pins protégeaient énormément du vent. Depuis qu'il n'y a plus de pins, il y a énormément de vent. C'est la période d'enfance qui a été la meilleure, là, où il y avait des petites bêtes, des grosses, des moyennes, où il y avait des brebis, il y avait tout un tas de choses. Oh oui, c'était agréable. Et puis après, la guerre est arrivée. La pleine liberté, on s'amusait entre copains, j'avais des bons petits camarades, et on passait notre vie à courir dans les bois, à monter aux arbres, à dénicher les oiseaux, etc. Par exemple, j'aimais beaucoup venir ici. Ici, à cet endroit-là, c'était là où vivaient les résiniers de mon grand-père. Et j'aimais beaucoup venir ici parce que je voyais des oiseaux particuliers. Et entre autres, il y a beaucoup de geais par ici, des geais. Et moi, je croyais que c'était des corbeaux, mais qui étaient roses. Voilà. Alors ça, c'est une histoire toute bête. J'avais 20 ans et là, vraiment, ça a été la révélation. Hein. On a formé une famille, en quelque sorte. Tout ce qui est chorale est comme ça. Si c'est une bonne chorale, automatiquement, ça fait une famille. Et je suis toujours en relation avec les membres qui sont encore vivants de la première chorale. C'est plutôt dans les années 58, 59, là où je venais faire mon jardin ici. Et j'avais jusqu'à là où est la maison actuellement, j'avais jusqu'à 300 pieds de tomates. C'est pour vous dire qu'on faisait beaucoup de production. Et à force, même les poulets n'en voulaient plus, mes amis n'en voulaient plus, tellement que j'aurais fait manger des tomates. Là, c'était très très bien. Alors moi j'avais quand même une centaine de volailles à un moment donné et je leur donnais bien sûr à manger. Donc le grain, j'avais une bicyclette un jour et j'avais laissé mon grain sur le porte-bagages du vélo, attaché, hein, je ne risquais pas de tomber. Mais la volaille savait. Et je m'en allais pour partir faire des courses, comme ça. Et tout d'un coup, je me retourne et j'avais la centaine de volailles qui étaient les poulets, les coqs qui me suivaient parce que je partais. C'était très drôle de voir ça. Mais enfin, voilà. La meilleure, c'était que quand j'étais jeune, hein, et que je pouvais aller courir derrière les filles. Et mon plaisir, c'était la chasse aussi. La chasse à la palombe. J'ai eu du bon au début de mon premier mariage, même au début du deuxième aussi. Ça a été les meilleurs, quoi. Après, j'ai eu 4 enfants, il faut les élever. Surtout toutes seules.
La meilleure partie, c'est peut-être l'enfance de mes enfants, oui. Quand je me suis mariée, c'est tout. J'ai été heureuse qu'à ce moment-là, avec mon mari et mes 4 enfants. Mes 3 enfants de mon mari, parce que l'aîné, il n'est pas de mon mari. Il n'était pas, mais il l'a reconnu. C'est comme si c'était lui, le père. Voilà, j'étais heureuse là. De 52 en 88, quand il est décédé. Là, vraiment la meilleure, c'était les années 80, 70-80, quand j'ai été nommé chef d'une compagnie de navigation à Blaye. La création de la pharmacie, parce que je dois dire que j'appréhendais beaucoup. Personne dans ma famille n'avait été dans le commerce, et il faut reconnaître la pharmacie est quand même un commerce. Et j'appréhendais d'être toute ma vie derrière un comptoir, ça ne me plaisait pas. Et je dois reconnaître que s'il y a eu des moments très difficiles au début, très difficiles, j'ai quand même trouvé une satisfaction et la joie de pouvoir avoir une action différente. Je dis quelquefois qu'on peut rentrer dans une pharmacie pour acheter un dentifrice et raconter sa vie, raconter ses souffrances, raconter ses soucis. Et ça a été pour moi une grande joie et j'ai aimé Pessac à ce moment-là. Je dois dire que le médecin de Madran, qui était un monsieur qui avait son franc-parler et qui avait beaucoup de caractère, m'a dit un jour « Oh, si vous continuez comme ça, votre pharmacie, ça va être le bureau des pleurs ». J'ai vécu ma vie à Frugès. J'ai vécu ma vie au Monteil. On allait danser au Monteil. Il y avait des fêtes, on allait au Monteil. J'étais demoiselle d'honneur de Miss Vendange et j'étais demoiselle d'honneur de Miss Monteil. Vous voyez, on n'était pas nombreuses comme filles. Donc, vous voyez, choisissez au Monteil les filles qui restaient dans le coin. Mais moi, Pessac, c'est ma vie. Là, et le Monteil aussi. Frugès, là. Moi, j'ai toujours habité dans le coin. La cité Frugès, c'est d'abord un lotissement. L'originalité, c'est le résultat de la connivence entre un industriel du sucre, Frugès, et un artiste qui commençait à émerger, qui est Le Corbusier. Cette implantation était due à 2 facteurs. Le prix du terrain, près de la voie ferrée et éloigné de Bordeaux, mais surtout, un élément qui était positif pour cette implantation, c'était le train et les tramways, c'est-à-dire les ouvriers pouvaient se déplacer. J'ai gardé des copines, moi, qui habitent là-bas. Moi, je suis de Monteil, je suis de Frugès, je suis de Pessac. Ah, ben oui, j'ai trouvé. Ça va sembler un petit peu ridicule compte tenu des images qu'on a données de l'importance de la libération de Paris. Mais à Toctuco, nous avons vécu la libération de Toctuco. Je me souviens encore d'un jeune garçon qui est monté sur l'église pour mettre un drapeau français. Il s'appelait Émile Filleul. Quand j'étais enfant, après la guerre, il y avait la fête de la Rosière. Et ça m'amusait beaucoup. En principe, c'était mon grand-père qui donnait le bras à la Rosière. Et ça, c'était quelque chose qui m'amusait beaucoup. Voilà. Une jeune fille qui méritait d'être rosière. Pas qu'elle soit pucelle ou comme ça, hein, on s'en fout. Mais bon, il fallait qu'elle mérite, qu'elle soit nombreuse dans sa famille, qu'elle soit méritante d'elle-même, tu vois, qu'elle soit sage. C'est tout, autrement qu'elle ait un copain ou comme ça, il s'en fichait là-dessus, le maire. C'est-à-dire, il faisait, comment vous dirais-je ça, une réunion pour la Rosière de Pessac. Une Pessacaise, par contre, il choisissait une Pessacaise. J'ai failli l'être, mais j'étais de Pessac, j'ai failli l'être, mais je ne l'ai pas été. Bon, la Rosière, il y a eu des bons moments parce que vraiment, c'était charmant. Il y avait du monde, hein. Oh, la Rosière, qu'est-ce qu'on pouvait... Et on la voyait à la télévision après. Mon premier client à la pharmacie est arrivé avec des sabots qu'il a posés devant l'entrée
Et il est rentré en pantoufles parce que c'était comme ça. Le second client, ça a été un cheval, un énorme cheval percheron qui traînait un tombereau. Et ce monsieur portait du fumier dans les maisons. Tout le monde avait des potagers à Madran et des rangs de vignes. Le vélo Solex, ça c'est extraordinaire. Je marchais trop. Mon médecin me dit il faut arrêter de marcher. Donc il faut prendre un moyen de locomotion. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il n'y avait pas de tramway. Si, il y avait peut-être encore le tramway, mais je ne sais pas, il s'est arrêté à ce moment. Enfin, il n'y en avait pas sur ma route en tout cas. Le bus, non. Donc, ça a été le vélo Solex. Et tous les deux, nous avions nos vélos Solex. Ça, c'est du tonnerre, parce que ça ne va pas trop vite quand même. Et ça transporte bien. J'en ai fait des kilomètres de vélo Solex. Les tramways, nous aimions nos anciennes tramways. Chose que maintenant, les nouveaux, ça fait drôle, pardi, de les voir. Parce qu'on n'avait pas l'habitude. Je suis arrivée de la gare de Bordeaux avec mon mari, avec ce vieux tramway de Pessac. Mais on était contents. On n'avait pas de voiture à l'époque. On se passait de ça. On marchait dans le tramway. On était bien dans le tramway. Moi, j'ai commencé, c'est-à-dire qu'après l'école, j'ai commencé à travailler chez Chadourne. Et de là, j'y allais à pied. Puis après, je me suis acheté, quand j'ai gagné un peu d'argent, je me suis acheté un vélo. Et ainsi de suite, puis une voiture. Puis voilà. La voiture a été quelque chose de très important. J'avais eu mon permis de conduire en 1952, mais je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'était plutôt juste au début une distraction, mais j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais rien faire sans une voiture, avec 4 enfants et une vie professionnelle intense. Ah oui, je l'ai conduite très tôt, la voiture, très tôt. Je ne peux pas vous dire exactement, mais j'ai conduit. Et puis après, j'ai conduit encore après. Et puis, malheureusement, je me suis cassé la jambe. Autrement, j'ai beaucoup conduit la voiture. J'ai pas eu d'accident. Hein. Oui, je pense que il y a eu beaucoup de transformations depuis les années 40. Pendant l'occupation, personne n'avait de voiture. Il y avait peut-être 1 ou 2 voitures qui étaient des gens qui avaient cette possibilité. Et depuis, c'est incontestablement l'apparition et le développement le développement de la voiture qui fait qu'on est passé à quasiment 0 voiture à 4 voitures par famille, quoi. À Noël, je leur ai dit, voilà, le cadeau de maman, c'est le permis qui commence. Alors vous allez m'aider. Alors le soir, quand ils rentraient d'école, on se mettait autour de la table, tout le monde a appris le code de la route. Tout le monde de chez moi savait le code de la route. Donc il n'était pas question que je le loupe. Et je l'ai eu. Mais pour conduire, non, c'était trop tôt. Ils me l'ont fait passer trop tôt. Maintenant, on se plaint que c'est trop tard. Et je savais que je n'allais pas l'avoir. Alors je ne l'ai pas eu. Et la deuxième fois, il m'a dit c'était pour le 14 juillet. Alors le 14 juillet, bien sûr, moi j'avais pas de voiture, mais il y en avait qui attendaient la voiture pour sortir. Et il a loupé, personne n'a été reçu. Même moi. Il m'a dit, madame, je suis désolée, vous ne roulez pas assez vite. Ça a été le coup de barre. Et vous ne roulez pas assez vite. Alors qu'on roule vite après, plus vite après. La troisième fois, j'ai eu si peur de le louper que je l'ai loupé. Voilà, c'est-à-dire que je suis descendue de voiture tout de suite. J'ai eu trop peur. Et puis celui qui me faisait passer le permis me dit, madame, comme j'étais madame Dulot à l'époque, vous conduisez très bien, pourquoi? Je sens que c'est parce que vous vous énervez. Mais je lui dis, oui, c'est possible, mais je ne peux pas le passer. Et je lui dis, j'arrête. Et puis quelque temps après, il est venu me chercher un soir. Il est venu me dire, bon, vous venez m'aider dans la voiture, vous venez conduire. Et pourquoi? Je lui dis, je ne passe pas le permis. Il me dit, si, je vous ai préparé tous les papiers, vous le passez demain matin à 8h. Et j'ai passé mon permis comme ça. Parce que j'étais persuadée que je ne l'aurais pas.
Alors bon, je suis montée dans la voiture, j'ai conduit, puis c'est tout, je savais conduire. Moi, c'est le radiotéléphone. Parce que comme je m'occupais de bateaux, j'étais obligé de parler aux commandants à bord des bateaux et qu'ils étaient en plein océan ou quelque part comme ça. Alors j'avais un radiotéléphone qui était très perfectionné, ce que la gendarmerie utilisait aussi, parce que je les avais souvent, je les entendais quelquefois parler. Et non, mais c'était très net, mieux que le téléphone presque. Le lave-vaisselle. Je déteste faire la vaisselle. On lavait la vaisselle à la main, je détestais ça. Je lavais les vêtements à la main. Et quand j'étais enfant, il y avait des grandes lessiveuses. On mettait le linge. Alors pendant la guerre, il n'y avait pas tellement de savon, vous le savez. Donc là, on mettait de la cendre et on lavait le linge comme ça dans des lessiveuses. C'était pas marrant. Je faisais bouillir mon linge dans la lessiveuse, hein. Qu'est-ce que vous croyez? On était 6 sur la cuisinière. Chez mes parents, c'est moi qui faisais le linge. Nous étions 7 on était. Chez mes parents, c'est moi qui lavais le linge. Ma mère travaillait. Alors je rinçais au bassin. J'ai connu la lessiveuse, le linge à rincer et tout, à étendre. Ah oui, c'était comme ça. On a beaucoup peiné à cause de ça, et d'ailleurs. Quand je me suis mariée, c'était pareil. On ne connaissait pas la machine, hein. Mes gamins ont porté des couches à laver, hein. On n'avait pas des couches à jeter comme maintenant. Elles se plaignent. Mais qu'elles ne se plaignent pas. Elles sont heureuses avec les couches à jeter. Nous, on avait des couches à... Ils pissaient au lit, les miens, hein. J'en avais 2 qui étaient très sales, d'ailleurs. Les 2 derniers. Alors ils étaient emmaillotés, culottes à caoutchouc et tout. Ah oui, mais moi ça m'a marqué tout ça. La lessiveuse, le linge à rincer, tout ça, ça m'a marqué. Ah oui. Le charbon, le bois, casser le bois pour le lendemain, pour la cuisinière. Le charbon pour mettre dans la cuisinière. Il faut monter le charbon parce que le charbonnier arrive. Mais là, dans les années 50, j'ai vu des enfants. Ça, ma foi, les enfants, pour moi, ça a été formidable parce que je ne pouvais pas en avoir. Je me suis soignée pour en avoir. Et j'en ai eu 4. J'adore les bébés, moi. On parle beaucoup des années folles qui ont suivi la guerre de 14, mais on parlera peut-être un jour des années qui ont suivi la guerre de 39-45, où, comme diraient les jeunes maintenant, on s'éclatait un peu, et je crois que le baby-boom a été un peu, avec le fait qu'il n'y avait pas de contraception valable du tout. Et je précise que j'ai bien connu l'arrivée du lycée Pape Clément dans Pessac, et qu'une des premières choses qui m'a été demandée, ça a été de parler des préservatifs. Cette guerre affreuse qui a fait des centaines de mille de malheureux. Moi, ce qui m'a marqué, moi, c'est les Allemands. Voilà. Beaucoup plus que le reste. On a manqué à manger, on manquait de tout. Hein. C'est ça qui m'a vachement révolutionné, parce qu'on n'avait rien à manger. Ma mère nous rapportait à manger quand elle allait dans les Pyrénées. La déclaration de la Deuxième Guerre mondiale a obligé toute la famille à partir. Donc ça a été une révolution dans la famille, c'est sûr. Et bon, moi j'étais petite, je n'avais que 3 ans, mais même à 3 ans, on se souvient pas mal de choses malgré tout. Des flashs peut-être, mais
certainement des choses importantes qui sont passées. Le retour a été difficile aussi, parce qu'on avait laissé la maison et on l'a retrouvée vide. Ah ça, où j'en ai fait de la résistance. Et puis j'ai vendu aussi des cartes d'alimentation. Et puis je cachais tout ça. Je leur disais, tu l'as pas vu, tu l'as pas eu, tralala. La période difficile a été la résistance, mais c'est pas la même difficulté. Parce que la résistance, il y a une exaltation. Et on peut supporter plus facilement des choses difficiles, des choses dangereuses, si elles sont assorties d'une exaltation, je ne dis pas d'héroïsme, je ne vais pas jusque-là, mais parce qu'il s'est trouvé que ma mère étant entrée dans la résistance en 1942 à la mort de mon père, j'avais fait une sottise comme font les enfants. À 14 ans, j'étais descendue l'escalier de la maison ayant cousu sur mon tablier une étoile juive. Et ma mère, qui était dans la résistance et qui était une femme de caractère, m'a dit « Mais tu es complètement folle, tu vas tous nous envoyer au Fort du Ha, qui est la prison de Bordeaux. Mais si tu veux faire quelque chose d'utile, eh bien, je vais te trouver quelque chose. » Et à partir de là, à 14 ans, j'ai été son agent de liaison. Je portais des messages chez l'un et chez l'autre. Ou ce qui était aussi quelque chose où j'ai eu des difficultés, c'est qu'on passait les messages à Londres dans ma chambre parce que le radio qui les passait avait trouvé que c'était l'endroit le plus d'où on pouvait s'échapper le plus facilement, le donner sur un petit avant-toit, c'était plus commode. Et je me promenais devant la maison avec mon cartable et je devais repérer la voiture allemande qui était chargée de détecter la radio qui marchait. Et quand je les voyais arriver au coin de la rue, je tapais dans la boîte aux lettres parce qu'il savait que c'était moi et il arrêtait. Nous n'avons jamais été pris pour ça, tout au moins. Un enfant a peur de ces choses-là. On lui dit de même pas regarder les Allemands parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont... tout ça, c'est... Comment dire ? Dans la tête d'un enfant, ça crée des... Oui, parce que j'avais peur. Et puis, je voyais quand même qu'il y avait des problèmes pour manger. J'avais tous mes cousins qui venaient de Bordeaux parce que ici, on avait quand même des pommes de terre ou des poules, des choses comme ça. Il est tombé des bombes à côté, là. Il est tombé 6 bombes à côté. Puis quand on était à la maison, ça tremblait. Avec ma mère et puis ma soeur, là, on croyait que la maison allait nous tomber dessus tellement que ça tremblait. Parce qu'elles sont tombées pas loin, même pas 200 mètres d'ici, là. Parce que c'était des bombes de 500 kilos, ils rentraient dans nos voitures dedans. Alors ça secouait quand ça tapait. Alors pendant les bombardements, mon grand-père avait construit une table très épaisse dans une grange, une table haute, avec un plateau très épais, et dessous il avait mis des bancs. Et quand il y avait la sirène qui commençait à se faire entendre, on allait se mettre sous cette table en se disant qu'on serait peut-être à l'abri des bombes. Puis on avait les voisins qui venaient aussi se mettre sous cette table. Oh, quand on a vu tout le monde partait, quand on les voyait passer sur la route, là, ça y est, ils remontaient sur Paris, là-bas. Tous ceux qui étaient dans les Landes, tout ça, ils repartaient. Alors, ils avaient des vélos qui devaient voler à droite, à gauche, et puis ils abandonnaient tout ça sur le bord de la route, quoi. Alors, c'était la débâcle pour eux, quoi. Alors, ils avaient abandonné un vélo, et puis ce vélo, il arrivait des Landes, parce qu'il avait sa plaque, tout ça. On avait écrit tout ça, puis ils nous avaient dit de le garder, tout ça. Alors, comme ma mère allait travailler à pied à Gazini, c'est mon père qui la prenait. Non, mon père, lui, il ne pouvait pas courir. Alors,
C'est moi qui ai pris la place, qu'il a appris à faire du vélo. Ça l'a soulagé parce que pour aller jusqu'à Gazillet, il y avait plus 2 kilomètres pour aller travailler chez Dutil là-bas. Alors, c'était bien le vélo, quoi. Puis on n'était pas assez riche pour s'acheter un vélo, quoi. Ma petite sœur, quand elle est morte, à 3 ans et demi, je m'en rappelle très bien. Ma mère l'a emportée dans ses bras à Saint-André et on l'a plus revue. Elle avait 3 ans et demi. De la méningite, hein. Ça se soigne maintenant. Ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. Il y a d'une part l'occupation de la propriété par les Allemands, à partir des années 40 du reste. Et puis ensuite, en 49, les fameux incendies. Il y a eu 2 incendies exactement. Il y en a eu un en juillet et un en août. Nous ici, nous avons brûlé en juillet, c'est-à-dire que l'incendie est venu de Mérignac, enfin des forêts qui se trouvent par là, et aller en direction de Socats. Et sur son passage, l'incendie a tout brûlé. Mais il n'y a pas eu de victimes. Le deuxième incendie, il s'est produit peu de temps après, c'était en 1949. Et il y a eu on a envoyé la troupe. À cette époque, les organismes officiels n'étaient pas en mesure de faire face à des incendies aussi monstrueux. Je crois qu'on a envoyé des soldats se battre contre le feu qui ne connaissaient pas la forêt. Et comme il y avait des quantités de contre-feu, le feu repartait dans tous les sens. En fait, c'était l'air chauffé qui brûlait. Il y a eu beaucoup de personnes, dont des gens qui habitaient Toctuco, qui ont perdu la vie. Moi, j'ai fait 5 ans à la radio. Ça, c'était parfait. C'était vraiment un bon travail. Et puis après, je suis partie chez les personnes âgées, mais des personnes âgées qui sont là depuis longtemps, qui étaient là depuis toujours presque. Et bon, il y avait de tout dedans. Et on manquait de personnel, il n'y avait pas d'aide-soignante à l'époque. Le week-end, on n'avait pas d'infirmière. Hein. C'était ça à l'époque. Alors bon, on se débrouillait comme on pouvait, avec nos 56 pensionnaires. Là, il y a eu bien sûr beaucoup de problèmes là-dedans. Parce que le samedi, ils allaient chercher à boire. Et le dimanche, on les avait sous. Ceux qui pouvaient marcher. Aussi ça. Bon. Par rapport à l'usine, moi, je me suis trouvée très bien à l'hôpital. L'usine, il fallait faire les rendements. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui allait très vite. J'ai vite fait mon rendement. Alors. Enfin, c'est l'usine. C'est dur, l'usine. C'était pas la belle vie avec ma mère. Elle m'en a fait voir. Elle m'a serré. Elle m'a trop serré la vis. J'en ai beaucoup souffert de tout ça. Je ne pouvais pas aller danser, je ne pouvais pas sortir. Si elle me voyait devant la porte quand elle arrivait à travailler, elle ne le supportait pas. Toute jeune, hein. Elle m'a sortie de l'école parce que je ne travaillais pas, pour me mettre à travailler chez les bourgeois. J'ai fait la bonne toute ma vie. Hein. Alors vous savez, le ménage, ça me connaît. Je n'ai pas besoin d'être ménagère. Mais bon, je le fais le dimanche. On a eu des problèmes pour les écoles à Pessac. On n'avait rien encore. On n'avait que les petites écoles, c'est tout. On ne savait plus quoi faire de nos enfants. Après les écoles primaires. Moi, mon fils aîné, on lui avait proposé une classe qui n'a pas ouvert et puis on ne m'avait même pas averti. Le jour de la rentrée des classes, je ne savais pas quoi faire de mon fils, moi. C'est un peu dur, ça, quand même. J'ai été battue. Beaucoup. Beaucoup plus que mes frères. Beaucoup plus que mon frère le dernier. Où J'ai été malheureuse avec ma mère. Beaucoup plus que mes frères. Hein. Mes frères, ils étaient un peu les chouchous. Moi, j'étais la seule fille, mais elle ne pouvait pas me voir. Elle était dure. Elle était très, très, très jalouse de mon mariage. Elle me l'a dit. J'ai dit au contraire, tu devais être contente que je sois heureuse avec mon mari, puisque tu as vu que j'étais pas très heureuse avec mon fils. Donc, j'étais heureuse avec mon mari. Ça, je l'ai toujours fichu sur le nez. Je n'ai pas supporté.
J'avais 15 ans, j'étais éclaireuse unioniste, c'est-à-dire scout protestant, et à Bordeaux. Et le scoutisme bordelais avait fait ce qu'il avait appelé une branche extension pour s'occuper des enfants d'un sanatorium qu'on appelait Feuillas et qui était un sanatorium pour tuberculeux osseux. Et on nous avait dit, ces enfants, on va essayer de leur apprendre les rudiments du scoutisme. À vrai dire, ça n'avait aucune raison d'être, mais ils n'étaient pas capables, ils avaient faim surtout, et faim d'amitié également. Et alors je partais depuis Bordeaux avec le tram qui m'arrêtait à l'Alouette. Et depuis l'Alouette jusqu'aux environs du sanatorium de l'évêque actuel, je partais avec un chargement de ballons, un sac à dos, des goûters, les meilleurs qu'on pouvait à ce moment-là. Et on allait les faire jouer. On les faisait jouer, ceux qui pouvaient jouer, parce que beaucoup avaient ce qu'on appelait des abcès froids, c'est-à-dire des abcès dans les genoux, dans les os, et ils se traînaient lamentablement. Et certains n'avaient même été mis sur des lits et portés sur les galeries au soleil. Il n'y avait aucun antibiotique, bien sûr, et aucun traitement. Et on faisait ce qu'on appelait la cure. On les laissait coucher. Et j'avais porté ce jour-là des fraises, je me souviens. Après, nous avons découvert qu'il y avait des fraises dans les bois à Pessac et on les amenait en chercher. J'en avais donné à un petit garçon qui était étendu et il aurait pris tout le bol que je lui ai donné. Et quand je suis partie, il m'a tiré et il m'a dit « Dis, tu m'en rapporteras des bons radis que tu m'as portés ?» Et j'ai été épouvantée, je me suis dit « Mais est-ce que c'est le mot qu'il ne connaît pas ou est-ce que c'est la chose qu'il n'a jamais goûtée, qu'il n'a jamais vue ?» Et bien sûr, j'en ai rapporté, mais j'ai senti à ce moment-là, et je crois que ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, j'ai senti ce que j'avais été au fond, une enfant, je ne dirais pas gâtée, pas du tout. Ma mère était veuve à 38 ans, les cirques, non, mais une enfant préservée. La résine, c'était le revenu principal de mon grand-père. Jusqu'en 1949, où il y a eu les grands incendies qui ont ravagé la région. Le résinier, ça consiste à enlever l'écorce et une partie du bois du pin, de mettre un pot de résine. La résine était transportée par à l'époque, dans des grosses barriques, sur des charrettes traînées par des mules, bien souvent. D'où le nom de Toktuko. Toktuko, ça vient de Toktukau, c'est-à-dire touche un tout petit peu. C'est-à-dire que l'endroit était marécageux et il fallait que les muletiers fassent très attention à ce que leur attelage ne dévie pas pour se renverser. Donc, s'ils fouettaient la bête, il fallait que ça soit très peu. Toktuka, touche un tout petit peu. D'où le mot Toktuko. Effectivement, une voisine avait donc un petit magasin et elle vendait du sucre, de l'huile, des choses comme ça, entre autres du grain pour les animaux des fermes alentours et du vin. Elle vendait du vin en fût et on venait avec une bouteille, on remplissait sa bouteille, son litre de vin et on partait. Et là, automatiquement, le robinet laissait tomber 2 ou 3 gouttes de vin dans une soucoupe qui était au sol. Et elle avait de la volaille. Et cette volaille rentrait, sortait de son magasin, et entre autres un coq. Et le coq, les poules aussi, mais le coq aimait beaucoup ce vin. Alors il buvait. Et il partait. Et il buvait tellement que le pauvre coq, il était un petit peu saoul, mais enfin bon. Et les cocottes, elles faisaient un peu pareil, mais le coq surtout. Mais on a eu des gens un peu sensationnels dans le coin. En face, on avait à ce moment-là un couple. Lui, il était peintre en bâtiment et elle restait à la maison. Et lui, c'était pareil. Quand il buvait pas mal,
Alors il s'en prenait à son vélo, et puis il y avait des nids de poules à ce moment-là. Puis les fossés étaient beaucoup plus larges que Innocent. Alors ça fait qu'il s'en allait dans le fossé avec le vélo. Et il rouspétait après son vélo, il l'attrapait, il le rejetait pour... Voilà. Et puis il y avait des trucs comme ça qui se passaient. Parce qu'il n'était pas le seul. Il y en a un autre aussi, quand il passait, il disait « il cocotte à son vélo ». Mais c'était des choses amusantes. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de... Si, on avait la radio, mais pas la télé. J'avais même un client qui m'avait porté une bouteille de vin en me disant « c'est du pape Clément », parce que le pape Clément allait très loin. Et il avait une maison où il y avait plusieurs rangs de vignes et il faisait son vin. Alors il m'avait dit, vous savez, c'est le même terroir que le pape Clément, c'est les mêmes cépages. Je pense que la vinification n'était pas la même parce que le vin n'était pas du pape Clément. J'ai été pensionnaire, j'avais 10 ans. J'ai été pensionnaire parce que il n'y avait pas les transports scolaires à l'époque. Et on ne pouvait pas m'amener tous les matins à Pessac. Donc j'arrivais le lundi matin avec mes tickets de rationnement, c'était en 1947 ça, la bouteille de vin et le quart de beurre. Et la bouteille de vin parce qu'on disait que le vin tuait les microbes. Moi j'aime pas le vin, le vin rouge je l'aime pas. Mais bon, il était sur la table. Je pense qu'on se raccrochait un petit peu à ce qu'on imaginait qui pouvait être favorable. Et comme il y a un peu d'alcool dans le vin, je pense que c'était ça, on imaginait que ça tuait les microbes. Vous savez, je suis un peu bien chez moi. J'avais des amis vraiment fidèles. On était les mousquetaires, on était toutes les 4, on nous appelait. Le matin, on les appelait les Grasses parce qu'elles habitaient le même immeuble et qu'elles partaient ensemble. Et l'après-midi, on était 4. On les connaissait bien, les Saint-Orin, la famille. Enfin, Raphaël, moi, mais c'est vrai que ses parents. On connaissait, ma grand-mère était amie avec Madame Saint-Orin, la grand-mère. Et si on veut remonter dans le temps, et en particulier pour les périodes anciennes, l'archéologie est indispensable, ou l'étude architecturale. Pour l'archéologie, nous rappellerons les sondages qui ont été faits dans les années 70 au cœur de l'église de Pessac. Je ne sais pas si maintenant il y a beaucoup de personnes qui s'en rappellent, mais mon grand-père a été premier adjoint pendant quelques années, donc voilà, je penserai à lui. Puis je pourrais penser aussi à un professeur que j'ai eu à l'école Jeanne d'Arc. C'était Madame Sulpice, qui a fait passer le brevet à beaucoup de personnes à Pessac. Bon, je citerai Lulle parce que, évidemment, j'étais quand même... ma famille était très proche de lui, moi-même, maman l'avait connu dans la Résistance, moi je le connaissais beaucoup, je connaissais beaucoup son épouse parce que son épouse avait créé à Pessac un groupe de lecture de dames, j'étais la seule qui y travaillait. Et ça consistait comme tous les groupes de lecture, on lisait un livre, on en discutait, on en parlait. Pour moi, Lulle était un personnage, je l'ai connu personnellement, c'était un ami, c'était un pasteur, il faisait les cultes, c'était un homme, ça a été mon professeur en droit romain. Et j'ai donc de lui
plusieurs images parce que c'était un théologien remarquable et quelquefois je suis un peu agacée quand je vois la récupération politique qu'on en fait parce qu'il était essentiellement un théologien remarquable et à la portée de tout le monde. Il était un homme d'une très grande intégrité, probité. Je peux vous raconter l'anecdote. J'étais interrogée par lui à la faculté de droit, à un examen, et j'avais 18 ans, c'est une excuse, et je suis arrivée en me disant, ma famille le connaît, moi je le connais, bon, et il m'a posé une question que je trouvais idiote, qui était les latins, et c'est-à-dire c'était une question, une de ces questions bateau qui consistait à énumérer les tribus latines de la Rome antique. Ça ne m'intéressait pas du tout, et j'avais fait l'impasse et je n'ai rien su. Et il m'a dit, bon, je vous pose une seconde question. Il m'a posé une seconde question et c'est tombé sur une question passionnante, philosophique, qu'il avait très bien traitée et j'ai brillé. Alors, j'étais contente de moi, bien sûr. Et me connaissant, il m'a dit, vous voulez que je vous dise votre note ? Je dis oui. Et il me dit 9 sur 20. J'ai eu un coup au cœur. Je pensais que je méritais au moins 18 ans. Il m'a regardé, il m'a dit « Mais oui, j'ai été obligé de vous poser une seconde question. C'est donc le maximum sur la moitié de la note, 9 sur 20. » Et j'avoue que je l'ai bien reconnu là et j'ai bien compris la leçon. Et il est beaucoup intervenu, je crois aussi, mais là je l'ai moins connu, dans certains milieux socio-éducatifs de la ville de Pessac. Et il était comme moi, il aimait son jardin beaucoup et il en parlait avec amour. Peut-être là aussi avec un côté écolo un peu obstiné. Je peux vous raconter que pharmacienne de garde une nuit, Yvette, son épouse, m'appelle et me dit « Je crois que Jacques a une intoxication alimentaire. Il veut que vous lui fassiez un sirop d'ipecacuanha composé. » Mon Dieu, le sirop d'ipecacuanha composé, c'est quelque chose qui d'ailleurs a été retiré de la pharmacopée actuellement, qui est une racine brésilienne, enfin je vous passe les détails, dans lesquels il faut mélanger aussi du séné, du serpolet. Mais je dis, écoutez, il y a beaucoup de spécialités maintenant. Ah non, il veut une préparation. On se demande de quel droit on pourrait donner des conseils. D'être plus rattachés les uns aux autres. Ils n'écoutent pas, qu'est-ce que je leur donne comme conseil ? Voyez pas, c'est la petite guerre partout. Alors je vous en prie, hein. Je ne pourrais pas leur donner des conseils, c'est pas possible. Non, je ne pourrais pas. Il faut quelqu'un de plus fort que moi. Ils cassent tout, quoi. Il n'y a pas une manifestation sans qu'ils cassent quelque chose. Ça sert à quoi ? À rien. Mais oui, des bêtises, quoi, tout ça. Mais oui. Pas si c'est l'alcool ou la drogue qui font ça, mais... Aux nouvelles générations, il y a une chose qui me choque un petit peu. Quand je veux aller à Bordeaux, je vais me garer à un parking à Bougnard ou à Unitec et je prends le tram. Et là, je vois les jeunes générations avec tous leurs écouteurs dans les oreilles. Ils ne voient personne, ils ont le regard perdu. Je dois dire que s'ils s'intéressaient un petit peu plus aux personnes qui sont à côté d'eux,
un petit sourire plutôt que d'être dans le vague comme ça, Je suis, concernée, hein, parce que mes petits-enfants, ils font pareil. Mais j'avoue que je trouve ça regrettable, de se renfermer sur soi comme ça. Voilà. Je leur dirais d'être un petit peu plus ouverts aux autres. Toujours chercher à s'instruire davantage, toujours chercher à réfléchir davantage pour éviter de se faire emmener dans toutes sortes de directions qui ne sont pas forcément les meilleures. Je ne sais pas, je crois que c'est Einstein, enfin j'en suis sûre même, qui avait dit un jour où on lui a dit « mais vous deviez être un élève exceptionnel, vous deviez être remarquablement intelligent ». Il a dit « oh non, pas tellement, j'étais surtout curieux ». Et je crois que c'est capital, être curieux et curieux jusqu'au bout. Nous vivons aujourd'hui un changement complet du cadre de vie pessaquais, mais il faut espérer que nos successeurs s'adapteront, car c'est un phénomène mondial. Les agglomérations dans le monde entier, pour l'instant, s'étendent aux dépens des banlieues et en particulier des campagnes environnantes. Alors je souhaite bonne chance, car j'ai été heureux de vivre à Pessac et j'espère vivre le plus longtemps possible.